petit peu de voir cette génération qui était un petit peu déboussolée, parce qu'on peut dire que c'est une génération qui est laissée pour compte. Donc c'est ça le point de départ? Le point de départ, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, en fait, c'est inspiré de ma belle-fille, de la fille d'Irina, qui nous a donné, qui était une espèce de fashion victime, et qui tout d'un coup est partie vivre un an avec son père en Ukraine. Et ça a été le point de départ. Après, le reste, c'est de la fiction. Mais on est parti de là. Et ce qu'on avait envie de raconter, c'était la confrontation. C'est un peu le roman d'apprentissage d'une adolescente, avec son univers de pacotille, avec ses rêves bidons, avec tout ce qu'on voit dans le film. Et qui, petit à petit, mûrit et grandit au contact d'une autre société. Et aussi quelque chose qui est important pour nous, enfin pour moi en tout cas, c'était de montrer comment cette môme ballottée entre deux parents, qui ne s'intéresse pas vraiment à elle, etc., tout d'un coup commence à se sentir reconnue par Nina, en fait la dame qui travaille, la babouchka qui travaille chez son père, et tout d'un coup commence à s'intéresser à autre chose que et découvre la culture de son propre pays à travers des étrangers. Voilà. Tout ça était des éléments importants et qu'on avait envie de raconter. Après, pardon, j'extrapole, mais après, oui, c'est vrai, on a commencé à préparer ce film en décembre 2013, grâce au succès de Paulette. Alain Goldman m'a suivi Légende sur ce film et Gaumont, et donc ça nous a permis de faire ce film qui était plus particulier, on va dire, au départ, etc. Et où il y a quand même des choses communes, hein, je crois. Entre le rapport entre les gens d'un certain âge et les jeunes, et voilà. Mais on a commencé à préparer, on a été rattrapé par l'histoire. Voilà. Ça n'est pas un film sur l'Ukraine, loin s'en faut, mais par contre, à un moment donné où ça s'est présenté à nous, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on situe ça dans une contrée abstraite de l'Est, une sorte de Botswana, de je sais pas quoi, de l'Est, et on s'est dit non. Il y a trop de choses qui sont liées à une réalité précise dans ce film. Je pense à Tchernobyl, je pense aux enfants des grands-mères morts en Afghanistan, etc. Donc c'était pas si facile que ça de transposer les choses. Et à un moment donné, on s'est dit, mais on ne peut pas non plus faire comme s'il ne se passait rien dans ce pays. Et en plus, on a trouvé que l'intégrer d'une certaine manière à l'histoire et au choc de cette adolescente racontait, on n'était pas en train de récupérer les choses, ça racontait une partie du film qu'on avait envie de faire. Vous avez été rattrapé par l'actualité en fait? On a été rattrapé par l'actualité puisque on est allé avec Irina commencer la pré-préparation du film en décembre 2013, Maïdan était déjà occupé, et puis ça a commencé à tourner vinaigre au mois de février. À ce moment-là, on a dû envisager d'aller tourner dans un autre pays et de reconstruire l'Ukraine dans un autre pays qui est la Bulgarie. Et on gardait ce fol espoir de pouvoir aller y tourner une semaine des choses un peu incontournables, comme la place de la Mère Patrie, cette immense statue que vous voyez dans le film, etc. Et une semaine avant notre départ de Bulgarie pour l'Ukraine, l'avion de la Malaysian Airlines s'est fait descendre en l'air, et donc là les assurances du film, enfin tout le monde a dit il n'en est pas question. Alors du coup, on a bricolé, on est allé, Irina est allée faire les pelures des extérieurs de Kiev à Kiev, mais par contre, on n'est jamais allé là-bas et on a truqué ça ensuite. Ça se passe en Ukraine, mais ce qui était important pour nous, c'était le choc de culture. Évidemment, puisque j'ai écrit ce scénario avec Irina qui est à mes côtés, on l'a situé en Ukraine, et puis l'histoire venait de là, clairement. Qu'est-ce qu'il y a de différent? Il y a de différent, c'est une société où on est moins protégé, c'est une société plus dangereuse, c'est une société, et vous le voyez en ce moment devant vos yeux, où tout peut basculer assez rapidement, et où les êtres humains, les individus, la vie n'a pas le même poids, on va dire, pour résumer simplement. Et puis c'est aussi un monde, un univers, pour moi ça existe avec force dans une scène importante du film, qui est la scène de l'enterrement, enfin de la scène du cimetière, pardon, où ces grands-mères qui vont régulièrement déjeuner avec leurs fils disparus en Afghanistan, c'est une espèce de fête, elles chantent, elles amènent à boire, à manger, c'est un rituel qui se déroule en Ukraine, dans les pays slaves, c'est un autre rapport à la mort, et c'est ça qu'on avait envie de raconter. On avait envie de raconter ce choc, ce pays moins rationnel que le nôtre, on va dire aussi. C'est-à-dire où tout d'un coup, les verres de vodka se vident tout seuls, où on n'a pas les mêmes clés d'explication. Voilà. Tout ça, ça faisait partie de ce choc qu'on voulait qu'elle se prenne en pleine figure, et d'un monde qui est
qui est plus dur, et où l'espèce d'univers de pacotille dans lequel elle se réfugie, les Matt Dizer, tout d'un coup ne font pas de vieux os, et puis se transforment petit à petit, se teintent de l'univers auquel elle est confrontée et l'emmène ailleurs, quoi. Finalement, c'est l'histoire d'une adolescente à la fin du film. Il y en a une autre qui a l'âge qu'elle avait au début et ça recommence, mais elle est devenue quelqu'un d'autre, elle s'est accaparée sa propre personnalité, c'est ça qu'on a remarqué. En même temps, c'est la partie la plus, pour moi, la plus intéressante du film, parce que justement, on est confronté à une autre culture, et en même temps, on se rend compte que tout ce qui se passe avant, eh bien, ce n'est que des rêves d'adolescents, des choses comme ça. Et donc c'est vrai que comme on est confronté à ça tous les jours, c'est ça qui moi me dérange un petit peu, parce que peut-être que j'ai trouvé un petit peu trop long cette partie-là. Mais c'est vrai que... Mais quelle partie, pardon, c'est ça que je comprends. Le début, c'est-à-dire que voilà, les rêves d'adolescents, des choses comme ça. Et moi c'est pour ça que je suis franc. Et vous avez raison d'être franc, mais moi je vais vous dire pourquoi. De toute façon, c'est un film qui s'adresse plus aux jeunes parce qu'il faut qu'ils changent. Moi je crois pas. Moi, je crois pas. Je vais vous dire pourquoi. Tout le monde me dit ça, je l'ai dit en présentant le film là tout à l'heure. Quand j'ai fait Paulette, on m'a dit c'est un film qui va intéresser que le troisième âge. Si le film a été le succès qu'il a été, c'est parce que les jeunes se sont accaparés le film. Sur ce film-là, on m'a dit ça va intéresser que les jeunes, les ados, etc. La salle publique qu'on avait hier soir, à mon avis, un bon tiers, c'était des grands-parents. Donc je ne crois pas à ça. Et je crois que justement, on raconte une histoire qui fédère des générations différentes. C'est ce qu'avait été, je crois, c'est difficile de parler de soi réussi dans Paulette. Il y avait des gens à chaque extrémité de la vie, ben là c'est pareil. Et finalement, les parents, ils ne savent pas quoi faire de tout ça. La mère, elle est complètement dépassée. Le père, il est dans autre chose au début. Et finalement, c'est sa fille qui le transforme. Ce type, il grandit, il bouge. Enfin, même symboliquement, c'est elle qui le sauve, on va dire d'une certaine manière. Mais c'est elle qui le fait. Voilà. Et c'est ce passage-là que tout le monde a vécu dans toutes les familles du monde, etc. Et moi, je tenais beaucoup au rêve, à la partie que vous aimez le moins, parce que je trouve qu'il se colore et qu'il se teinte petit à petit du monde dans lequel elle est. C'est-à-dire qu'au début, ce Matt Dizer est sur une plage avec 4 danseurs, gogo danseurs, etc. Et puis tout d'un coup, au milieu de Maïdan, ça devient, et après avoir rendu les petites statues de Lénine, ça devient une sorte de Lénine qui danse avec jusqu'au moment où il disparaît, il n'existe plus. Voilà. Puis en même temps, le point positif, c'est que ça offre à Zoé quand même un panel de jeux assez large, je trouve. Voilà, donc là où je me suis retrouvé dans cette histoire, où j'espère elle est universelle, c'est que j'ai eu le sentiment à 14 ans de m'intéresser à aussi peu de choses. Alors c'était pas les mêmes journaux People, c'était pas les mêmes refuges, c'était pas les mêmes... voilà, mais c'est vraiment l'idée du film. Hein. J'ai insisté pour mettre cette petite vignette à la fin où il y a une petite jeune fille maquillée comme une voiture volée qui récupère les journaux People en disant c'est vraiment trop con de jeter un ouf tout neuf. Voilà, mais oui, je pense que c'est un chemin qui se fait et il y a une chose vraiment, je reviens dessus parce que c'est une chose à laquelle je suis sensible de par mes origines très très billarées dans ce pays, c'est l'idée de quelqu'un qui découvre ses racines, sa culture, etc. à travers des étrangers, puisque c'est ça qui est raconté dans le film. Qui connaît Godard, qui lit Germinal, des étrangers qui sont fascinés par la culture française, etc., etc. Et au début, il faut bien le dire, Cerise se plonge dans Germinal qu'elle trouve très lourd et très dur à lire parce qu'elle est amoureuse de cette espèce de garçon sorti d'un boys band et de son sosie en vrai. Mais c'est ce chemin-là qu'elle fait, quoi. Enfin, et je trouve que la richesse des étrangers dans notre culture et dans notre société, c'est aussi ça que ça raconte à un moment donné. C'est que c'est un film sur la France, même s'il se passe en Ukraine. Irina, est-ce que vous avez suivi, en plus du scénario, vous avez suivi l'élaboration complète du film, du début à la fin? Oui. Oui. Je l'ai suivi de début jusqu'à la fin. C'était un long processus, passionnant, éprouvant, à tous les niveaux. Oui. Jusqu'à dernière générique, je le suis. D'accord. On peut dire que vous avez été la consultante ou... Oui. Oui. Disons, le film a été fait pour l'audience française, pour le public français. Donc Jérôme, mon mari, mon époux. Donc,
parfois c'est moi qui le freinais, parfois c'est lui qui m'a freiné. Donc on a essayé de trouver un compromis. Donc moi je l'ai empêché de faire de certain nombre de clichés, mais on a quand même laissé un peu pour faire plaisir au public français. Et donc c'était le jeu des compromis permanents entre lui et moi. Non, mais je me suis aperçu parfois qu'il y avait des clichés qui n'en étaient pas. Par exemple, je rêvais, parce que pour moi je rêvais qu'il y ait chez Nina des animaux, des poules. Et Irina me disait, mais c'est vraiment un cliché, les pays de l'Est, etc., etc. On va, pour doubler, puisque l'actrice Tania Bouchkova, bulgare, qui jouait le personnage, ne parlait pas très bien le russe, donc on a cherché partout, on a fini par aller à Kiev avec une comédienne ukrainienne, enfin trouver une comédienne ukrainienne qui a fait le doublage, on a mélangé les deux voix, c'est un truc formidable, je crois, dans le film. Enfin, ça a été fait avec beaucoup de soin. Et le garçon qui était en train de mixer, enfin l'ingénieur du son dans l'auditorium, dit « Ah ben moi, c'est exactement comme ma voisine en face, elle a une chèvre chez elle. » Donc je me suis dit, finalement j'étais loin de la vérité, j'aurais bien mis une chèvre plutôt que deux poules, mais bon, c'était trop tard. Mais moi, ce que je veux dire, parfois la réalité dans ce pays, il est tellement plus loufoque et il dépasse tellement notre imagination qu'on a obligé même baisser un peu le degré pour que ça paraisse crédible pour le public français. Mais c'est sûr qu'on peut retrouver même des crocodiles dans les salles de bain, on peut retrouver beaucoup de choses. Mais effectivement, après, il faut quand même mesurer le public qui sera en face de nous. Mais par exemple, bien qu'on ait tourné en Bulgarie, et évidemment Irina m'a accompagné pied à pied, puisque moi je reconstruisais un pays qui n'est pas le mien, dans un pays qui est encore moins le mien, la Bulgarie. Donc c'est quand même une entreprise assez compliquée, complexe. Et par exemple, la maison de l'oligarque qu'on voit dans le film, elle est une vraie maison d'oligarque. On n'a pas fait de déco. J'ai rajouté le buste de Gérard Depardieu, mais c'est à peu près tout. C'est-à-dire que cette maison appartenait réellement. Alors en plus, il faut savoir que la société bulgare est un peu construite comme la société ukrainienne, avec des oligarques. Enfin, c'est un côté. Malgré le fait d'être dans l'Europe. Comment dire, cette maison existait. Il y avait une piste d'héliport sur laquelle on a aligné les voitures de luxe qui sont en train de baptiser. Un certain nombre de voitures de luxe appartenaient à l'oligarque qui nous a loué la maison pour une raison qui m'échappe encore. Et sa femme se présentait aux élections. Et il y avait des affiches d'elle. Donc vous voyez qu'on est quand même très très proche de la réalité, quoi, objectivement. Mais ça, on le sent. Il n'y avait pas les laquais, hein, voilà. J'ai rajouté les laquais. Ça, on le sent dans le film, par contre. C'est vrai que c'est vraiment quelque chose qu'on sent de... Voilà, parce que justement, les clichés, vous jouez avec, il y en a quelques-uns, mais c'est vrai que de toute façon, le cliché que les pays boivent beaucoup, ces pays-là, donc c'est vrai que c'est quelque chose, c'est pas un cliché finalement. Parce que même partout, les gens peuvent boire beaucoup. Alors, c'est vrai qu'on insiste beaucoup sur ces choses-là, mais ce n'est pas que ça. Et en même temps, vous parlez aussi du passé. Donc, plus ou moins habilement, mais c'est vrai qu'on se rend compte que la Russie, c'était quand même un beau pays, l'Ukraine aussi. Mais ce que je voudrais dire, parce qu'on nous parle souvent de la Russie et de l'Ukraine, et à mon avis, ce n'est pas le sujet central du film. Non. Mais c'est pas la Russie et l'Ukraine, c'est l'URSS et l'Ukraine. Oui, voilà. L'Ukraine était une province de l'URSS, et ce qu'on a voulu montrer, c'est le mélange justement de cette culture soviétique, qui avait quoi de bon? Qui avait, même si ça n'a pas marché, on le sait tous, mais qui avait l'idée qu'on en était tous un peu au même niveau et qu'on pouvait partager, que c'était une société de partage. Et par rapport à l'individualisme forcené de nos sociétés occidentales, etc., et que même si c'est une utopie qui n'a pas marché, même si c'est un rêve qui n'a pas marché, les gens ont cette culture-là. Et quand Nina peint son truc au début, elle fait Subotnik, c'est-à-dire les travaux d'intérêt collectif, parce que plus personne ne fait rien dans l'immeuble, et que ça tombe en ruine. Et tout ça est vrai. Quand vous vous baladez dans un immeuble à Kiev, il y a un étage qui est peint, l'autre qui n'est pas peint, chacun se débrouille, quoi. Et cette idée est quelque chose qui commence à déteindre sur la petite, quoi, et à travers ses grands-mères qui tout d'un coup survivent parce qu'elles vont vendre des bustes de Lénine et qui ne se vendent plus parce qu'il n'y a plus que les Russes qui viennent là. Enfin, c'est tout ce micmac qu'on avait envie de raconter, qui est beaucoup plus compliqué que la vision un peu manichéenne qu'on a d'ici sur ce qui est en train de se passer là-bas. Même si, encore une fois, c'est pas du tout le sujet central du film. Voilà. Mais justement, moi je trouve que c'est important, à un moment donné, le cinéma se nourrit de la réalité, Paulette se nourrissait par exemple d'une réalité assez dure, vraie. Là c'est pareil, moi je crois qu'il faut casser des œufs et que souvent les comédies sont basées sur des choses qui font mal au départ. C'est-à-dire que regardez, pour moi le berceau de la comédie, à savoir la comédie italienne d'après-guerre, les Rizzi,
voilà, elle est née dans la dureté de l'après-guerre, dans la reconstruction, dans voilà, et on a aimé ce truc-là. Et ça, c'est quelque chose que j'aime profondément. Donc je pense que, d'une certaine manière, Cerise est construite un peu de la même manière que cette Paulette. C'est ça que je trouve. À un moment, si je décroche, si je suis plus du tout dans une forme de réalité, ça me touche plus, quoi. Pour répondre à vos questions, on a beaucoup de mal à rire de Tchernobyl en Ukraine. Voilà. Mais c'est vrai que Jérôme, il a cette légèreté d'approche et moi je l'ai suivi là-dessus. Et lapin à 3 yeux, vas-y. Non, c'est vrai qu'il y a le lapin à 3 yeux qui est une blague, Ouais, mais maintenant, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont, vous le savez comme moi, réinvesti des maisons à Tchernobyl parce qu'ils avaient une datcha qui était là, une baraque, etc. C'est vrai qu'il y a des tours opérateurs qui font visiter Pripyat, la ville qui est à côté, et qui vous conseillent ensuite de jeter vos vêtements et tous les objets métalliques que vous portez parce que c'est radioactif. Enfin, je veux dire, on est quand même dans un monde assez zinzin. Et Tchernobyl est à 80 km de Kiev. Hein, c'est pas loin. À vol d'oiseau. À vol d'oiseau. Donc, si vous voulez, il faut savoir tout ça, quoi. Et Irina vous racontera mieux que moi. Elle avait 14 ans quand la catastrophe de Tchernobyl. Et ils ont décidé que les enfants en dessous de 15 ans partiraient dans les camps de pionniers dans le sud pour pas avoir de problème de thyroïde, etc. À 15 ans et un jour, ils restaient là et voilà. C'est ça, ce pays, sa dureté, et c'est ça qu'on a voulu faire traverser à Cerise d'une certaine manière, qui a l'air d'être qui se joue une espèce de Caïra de l'autre côté du périphérique, du 9-3, où ils ne sont jamais allés avec le mari oligarque, etc., mais qui finalement, voilà, habitent juste de l'autre côté du périphérique, dans une société qui est somme toute plus protectrice, plus construite que celle où se situe le film. J'ai un film que j'adore, que vous devez aimer beaucoup, qui n'a absolument rien à voir avec celui-là, d'un grand metteur en scène, qui est Deer Hunter. C'est un film qui se passe au Vietnam, mais je pense qu'on n'a jamais raconté aussi bien les États-Unis. Enfin, en tout cas, ça fait partie de... Alors, ce film-là, il est parti en Ukraine, mais pour nous raconter la France, ses limites, ses peurs, voilà, quoi. Et même, Jonathan disait ça tout à l'heure, c'est vrai que ce type qui est quand même assez du rail, enfin, qui commence par draguer sa fille à l'aéroport sans la reconnaître, etc., il le dit, et c'est un truc super important enfin, on parlait du personnage, etc., c'est que il a comment dire, il a fait ce voyage pour ne plus être un petit cuistot minable qui bossait chez Maître Canter pour essayer de se réaliser, et c'est possible dans ce pays-là, ça l'est pas forcément dans le nôtre. Voilà, et donc tout ça raconte le gap, je crois. Et c'est le chemin des prototypes. Donc il incarne un prototype qui vraiment existait. J'ai côtoyé pas mal de Français qui ont allé chercher leur bonheur en Ukraine dans les années 90, après la chute de l'URSS. Il y en a certains qui ont terriblement réussi, mais c'est les gens qui ne s'inscrivaient pas dans le système très rigide d'entrepreneuriat français. Et là-bas, les choses peuvent s'arranger d'une manière beaucoup plus rapide et simple. Donc, je vous imaginez bien. Et il y a les gens auxquels ce système correspond mieux et qui réussissent très très bien en Ukraine, comme la preuve, le père de ma fille et le prototype de personnage de Jonathan, il a réussi. Il est à la tête d'une grosse fortune maintenant, on va dire. C'est le fameux rêve ukrainien. Oh, c'est le rêve ukrainien.